Oui, Jean-Baptiste Wimmer. Oui, juste un petit mot sur ces mesures coercitives et avec l'exemple de la justice pénale internationale, en particulier la Cour pénale internationale. Premièrement, il y a déjà le problème de la saisine. Il est difficile dans certains cas, et notamment en Syrie, on l'a essayé plusieurs fois, ne serait-ce que de les amener sur ce terrain-là, puisque en l'occurrence, une saisine dans le cas syrien, on ne peut pas passer par un État partie ou par le procureur, il faut que ce soit une compétence qui soit universalisée par le Conseil de sécurité, et le Conseil de sécurité était bloqué par des vétos russo-chinois. Il y a eu 4 vétos russo-chinois sur la Syrie depuis 2011, dont un sur une possible saisine de la CPI. Donc déjà, il faut passer la barrière de la saisine. Deuxièmement, il y a la limite de la dissuasion. La menace, le fait d'avoir une cour au-dessus de ces GAN et de ces leaders, puisqu'elle s'intéresse aux individus et non pas aux entités en tant que telles, n'est en général pas dissuasive. Il y a plusieurs enquêtes empiriques qui sont menées sur la dimension, sur l'effet dissuasif ou pas de la justice pénale internationale. Elles ont en général des conclusions qui sont assez partagées, mais on s'accorde pour dire que la rareté des condamnations, d'une manière générale, fait que, puisque le bureau du procureur se concentre sur les plus gros poissons, fait que c'est une menace qui n'est pas réellement dissuasive. Elle est en plus décrédibilisée par, vous avez vu, on l'a vu récemment, tout l'automne dernier, la fronde de l'Union africaine, des chefs d'État de l'Union africaine contre la CPI, etc., comme étant une justice de blancs contre les noirs, une justice néocoloniale, etc. Ce qui est intéressant d'ailleurs, puisque les cas la plupart des affaires qui sont devant la CPI aujourd'hui sont le fait de saisines par des États africains. Donc on voit là la mauvaise foi de ce genre de discours. Et puis il faut faire attention à ces mesures coercitives et à la manière dont elles s'articulent avec les négociations, puisque la question qu'on pose aujourd'hui, c'est celle du dialogue et des négociations. On ne peut pas en même temps menacer de mesures coercitives et négocier avec les mêmes. Il faut choisir. Et c'est tout le dilemme qui est un dilemme passionnant, qu'on appelle le dilemme de la paix et de la justice en justice pénale internationale. Soit vous envoyez quelqu'un à La Haye, soit vous négociez avec lui parce que vous pensez qu'il fait partie du processus de paix et qu'il faut l'avoir sur le terrain. Alors il s'agit de savoir quoi faire primer. Soit la paix au prix de la justice, soit la justice au prix de la paix. C'est un très vieux débat. Il y a peut-être une manière de le dépasser, notamment dans le temps, parce que le temps politique et le temps de la justice n'est pas le même. Mais en tout cas, il faut avoir ça en tête. Quand on parle de mesures coercitives, il faut aussi voir ce que ça peut coûter en termes de négociation avec ces mêmes personnes qu'on veut envoyer devant un tribunal. Très bien. Alors on va voir dans un deuxième temps un petit peu comment différents acteurs, les ONG, les États, les organisations type CICR peuvent aller plus loin dans cette forme de dialogue avec ces groupes armés. Mais auparavant, peut-être quelques questions de la salle. Monsieur, oui. Bonjour, Arthur Chubinski du ministère des Affaires étrangères. Je vous remercie beaucoup pour toutes vos interventions très pertinentes. Mais vous nous avez parlé exclusivement du Moyen-Orient. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de l'Ukraine et de la guerre hybride qui s'y passe? Sur l'Ukraine. J'avoue que dans mon champ de travail, je ne suis pas particulièrement l'Ukraine. Mais on peut dire que l'Ukraine est aussi un énorme défi pour l'action humanitaire du CSR et pose toute une série de problèmes qui commencent peut-être aussi par un risque de politisation, des risques de perception pour l'action humanitaire avec les différentes initiatives d'organiser des convois humanitaires. Mais peut-être il y aura... Peut-être un mot, parce que l'Ukraine est intéressant dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'en fait on est face, entre guillemets, à un groupe armé non étatique, ou des groupes armés non étatiques qui en fait sont les faunées d'un État.
Donc il y a la question des guerres internationales qui se passent par acteurs non étatiques interposés, donc ce qu'on appelle la théorie de l'agent de fait. Donc il y a des jurisprudences du tribunal international qui requalifient ces situations en conflits armés internationaux, parce que quand un soi-disant groupe armé non étatique, non contrôlé, c'est tout l'enjeu du non, hein, quand on refuse une qualification, des fois, c'est parce qu'en fait, on est quand même très étatique. Ça existe même chez les ONG qui n'ont de non gouvernemental que le non. C'est une façon de... Voilà. Donc, en Ukraine, le problème, il est un peu inverse. C'est un conflit international qui ne dit pas son nom, ou avec l'utilisation de groupes armés non étatiques, et c'est des situations très anciennes et des techniques très, très, très anciennes, voilà, où on se cache, entre guillemets, derrière un groupe non étatique qui serait en fait l'agent de fait d'un État. Mais ça soulève aussi un autre débat en droit qui est passionnant, c'est celui du droit des peuples à l'autodétermination, des droits de sécession de certaines provinces. Donc ça donne lieu en général à des conflits sanglants, et l'ingérence des États voisins dans la décision d'autonomie et de sécession de certaines parties du territoire. Donc voilà, je pense que c'est pas tout à fait le sujet du débat, et en tout cas pour les organisations non gouvernementales, bien sûr que, encore une fois, le discours se fait avec tous les partis et tous les acteurs qu'on trouve. Hein, le principe et le pragmatisme de l'action humanitaire, c'est qu'on va sur le terrain et on parle aux gens qu'on trouve. Hein, les actions ne se décident pas à l'extérieur. On a une mission exploratoire qui part, et à chaque croisement de route, on trouve ce qu'on appelle les autorités, les gens qui sont effectivement en contrôle d'un poste frontière, d'un poste barrage, d'un carrefour. Alors des fois, il y en a beaucoup, mais le travail d'identification des autorités se fait non pas de façon juridique, mais de façon pratique. C'est ce que ça revient au critère dont je parlais tout à l'heure, le contrôle effectif. Hein, le droit humanitaire se place en dehors justement de toute notion de légitimité ou de représentativité. On est sur de la violence pure et dure, mais avec sa contrepartie, c'est-à-dire celui qui a la force, il a aussi des responsabilités. Et le critère est celui du contrôle effectif. Et c'est avec celui qui a le contrôle effectif qu'on parle, parce que de toute façon, si on ne lui parle pas, on n'avance pas plus. Jean-Baptiste Villevert. En Ukraine, on voit aussi une intervention directe de la Russie depuis quelque temps. On ne voit pas qu'une intervention indirecte derrière le GAN que seraient les séparatistes pro-russes dans le Donbass. Il y a aussi des indices suffisamment probants maintenant qui nous montrent, notamment visuels, des passages de chars, etc. Donc on peut arriver à la conclusion qu'il y a également, et c'est justement toute l'intelligence de cette guerre qu'on appelle hybride, il y a également une intervention des troupes russes qui se cachent de moins en moins. D'ailleurs, dans un premier temps, en Crimée, souvenez-vous, il y avait l'effort de dissimuler l'identité russe, tout en oubliant parfois sur quelques véhicules des plaques d'immatriculation. Maintenant, c'est un effort qui est fait de moins en moins parce que Poutine est relativement désinhibé. Donc l'intervention peut être directe, ça veut dire qu'on peut considérer la Russie comme un interlocuteur directement. On peut aussi la considérer comme un interlocuteur indirect parce qu'elle est derrière le GAN que seraient les forces séparatistes, mais là se pose la question du degré de contrôle effectif, et c'est pas évident. On l'a vu dans une affaire bien connue, celle des paramilitaires au Nicaragua, où il s'agissait de déduire la responsabilité des États-Unis parce qu'ils entraînaient les contrats. Et la Cour internationale de justice est arrivée à la conclusion qu'on ne pouvait pas déduire de responsabilité en matière de ce que les contrats faisaient et les violations qu'ils commettaient par rapport au droit international humanitaire, parce qu'il n'y avait pas suffisamment de contrôle effectif de la part des États-Unis, même s'ils leur fournissaient des armes et qu'ils les entraînaient, etc. Donc ce n'est pas évident, même si vous pouvez prouver qu'il y a fourniture de matériel, qu'il y a entraînement, qu'il y a formation, il faut prouver un lien de contrôle effectif qui est suffisamment fort pour aboutir à la responsabilité, et ce n'est pas évident à faire. Antoine Sfer, un mot ? Oui, sans considération humanitaire ou juridique, tout juste en constatant, sans approuver bien entendu, mais en constatant à partir d'une posture cyniquement saine, je constate qu'en Ukraine, nous avons en face de nous un joueur d'échecs, et je m'aperçois que chez nous, certains ministres ou ne savent pas jouer ou refusent de jouer aux échecs. Donc il ne faut pas s'étonner de voir que nous perdons. D'autant plus que je vois, alors là, au Proche-Orient, tout d'un coup, M. Poutine s'autoproclamer défenseur des chrétiens en Orient. C'est surréaliste. C'est surréaliste, mais lui, il voit loin. Et je peux vous dire que sur le terrain, quand on y va, en Syrie, en Irak, mais ailleurs également, en Jordanie,
au Liban et ailleurs, il a une popularité, il a des pics de popularité qu'il maintient depuis quelques mois actuellement. Donc, je crois qu'il faut faire aussi très attention. Il y a un proverbe arabe qui nous dit « Est-ce que tu veux manger le raisin de la vigne ou tu veux tuer le gardien de la vigne ?» Nous, on ne sait pas encore si on veut manger le raisin ou on veut tuer le gardien. Le jour où on décidera, peut-être qu'on aura une vision. Autre question, monsieur, je crois. Si un micro peut vous être apporté. Oui, allez-y. Juste un commentaire bref, parce que évidemment, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais je crois qu'il faut faire attention à ne pas caricaturer Poutine en joueur d'échecs. Parce que donner l'impression que ce qu'il est en train de faire est le produit d'un calcul rationnel, c'est pas nécessairement vrai. Il y a une dimension extrêmement émotive, comme beaucoup, hein, les constructivistes l'ont bien vu en théorisant les causes de la guerre. Il y a une dimension très émotive, très liée au prestige, très liée à une quête de reconnaissance, à la reconstruction de la Grande Russie. Tout ce qui concerne l'étranger proche, pour Poutine, c'est pas nécessairement rationnel. Ce qui concerne la manière dont il gère la Syrie, oui, joueur d'échecs. La manière dont il gère l'Ukraine, les pays baltes, le Kazakhstan Nord, le Kazakhstan utile, hein, celui de Baïkonour et des céréales, qui pourrait être aussi dans sa ligne de mire, je ne pense pas que ce soit nécessairement rationnel. Donc il faut faire attention à cette image-là. Autrement dit, il y a un degré d'imprévisibilité et qui est aussi porté dans sa guerre hybride. La guerre hybride, ça consiste pas seulement à avoir des déstabilisations locales, y compris des manœuvres psychologiques, cyber, etc., mais aussi à faire des manœuvres conventionnelles et faire tournoyer même dans le ciel des bombardiers nucléaires. Et justement à réveiller dans l'opinion européenne et dans l'inconscient collectif la possibilité d'une guerre majeure. On ne sait pas réellement jusqu'où Poutine peut aller. Je pense qu'il faut faire attention et il est dangereux de penser qu'il est nécessairement rationnel. Non, mais ce qui est important quand même, j'aimerais bien que vous ayez raison, mais je crois que nous avons tort, dans la mesure où même en Ukraine, il est en train de jouer tout simplement, il sait très bien qu'est-ce que c'est que la communication, et que la communication, hélas, ou la perception de la communication est désormais aujourd'hui plus importante dans le monde dans lequel nous vivons que souvent la réalité. Et on le voit en ce qui concerne notre pays aujourd'hui. Très bien, on repartira sur un débat sur l'Ukraine, un prochain 5 à 7. D'accord, donc Daniel Lagoadif. Oui, je suis effectivement un petit peu surpris de la tournure que prend le débat, beaucoup de choses intéressantes, mais on sort, j'ai l'impression, un peu du domaine du droit international humanitaire pour déborder largement sur des questions politiques qui, a priori, ici, on devrait plutôt, je crois, se concentrer sur la partie droit humanitaire. Bon, moi, les questions que j'avais, je reviens à des questions qui ont été discutées au début, en particulier la notion de terrorisme. Alors, il y a une question d'abord concrète. Il y a plusieurs listes d'organisations terroristes dans le monde. Il y a celle de l'ONU et il y a celle des pays occidentaux. Il y a celle de l'ONU qui est spécialement importante, puisqu'en principe, il y a des décisions de l'ONU concernant le terrorisme qui engagent en principe tout le monde. Alors, je voudrais savoir si des organisations comme le PKK, le Hamas et le Hezbollah sont sur la liste des organisations terroristes ou non. Alors maintenant, deuxième question de manière plus générale. Moi, je suis gêné quand on parle de droit international humanitaire, qu'on invoque la guerre contre le terrorisme, qui me paraît une notion dangereuse à cet égard. Parce que le terrorisme, c'est une notion vague, hein, comme on l'a dit d'ailleurs. En Égypte, les frères musulmans sont une organisation terroriste, ce qui n'est pas vrai, même si on n'est pas du tout d'accord avec eux, etc., etc. Donc je pense que c'est une notion vague. Et même en ce qui concerne d'ailleurs le Daesh, le fameux État islamique, je ne suis pas sûr... Bon, il s'agit de groupes extrémistes islamistes. Je ne sais pas si vouloir les qualifier, qui ne sont pas uniquement des organisations terroristes, même si on désapprouve totalement leur but, etc. Mais je ne suis pas sûr que qualifier d'organisation terroriste, point, soit la bonne manière d'appréhender le problème. Et voilà, donc j'aimerais savoir un peu ce que vous en pensez, en particulier ce qu'en pense le représentant du CICR. Merci. Merci.